Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une série de conférences assez incroyables données il y a plus d'un siècle par le sociologue Émile Durkheim. Il y pose un diagnostic, une crise morale profonde au cœur de nos sociétés modernes, et il propose une solution pour le moins radicale. Alors allons-y. Il faut bien comprendre que Durkheim, ce n'était pas juste un universitaire dans sa tour d'ivoire. Non. C'était un vrai médecin de la société. Il a regardé le monde autour de lui à la fin du 19e siècle, un monde en pleine ébullition industrielle, et il a vu que quelque chose n'allait pas du tout. Un problème profond. Son argument principal, l'économie était devenue la force dominante dans la société, c'est un fait, mais le problème, c'est qu'elle fonctionnait dans une sorte de vide moral. Et ça créait un état d'anarchie, de démoralisation générale. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste. Avant, les grandes institutions, comme la religion ou la famille, donnaient un cap moral. Mais la nouvelle sphère économique, avec ses usines, ses marchés, sa finance, elle grandissait sans aucune boussole. Pour Durkheim, ça, ce n'était pas le progrès. C'était carrément une maladie sociale. Les gens passaient la majeure partie de leur vie dans ce monde économique amoral et, petit à petit, ils perdaient tout sens du devoir, tout lien les uns avec les autres. Bon, si le problème c'est le manque de morale, une question se pose. D'où vient la morale au juste? Et là, la réponse de Durkheim est assez révolutionnaire. Et voilà le point crucial. La morale, en fait, ce n'est pas un choix individuel ni un commandement qui tomberait du ciel. Non, c'est une production sociale. C'est quelque chose qui est créé et surtout maintenu par un collectif. Historiquement, ce cadre moral était fourni par des groupes bien identifiés. La famille, l'Église ou même la communauté locale. Mais voilà, dans la société moderne, leur influence était en chute libre. Et c'est ça le cœur de la crise. La partie de la société où les gens passaient le plus clair de leur temps, le travail, était justement celle qui avait le moins de règles morales. Un vide béant. Alors, que faire? Face à ce vide, Durkheim n'a pas prôné un retour en arrière. Au contraire, il a proposé de bâtir quelque chose de complètement nouveau. Il a posé la question la plus fondamentale qui soit. Si la morale vient des groupes et que les anciens groupes ne fonctionnent plus, on fait quoi? Quelle est la solution? Sa réponse est d'une simplicité désarmante. Il faut s'organiser. La société doit mettre en place de nouveaux groupes capables de créer une vie morale là, au cœur même de l'économie. Il a appelé ça des groupes professionnels ou des corporations. Attention, rien à voir avec les grandes entreprises d'aujourd'hui. Il faut plutôt imaginer des sortes de guildes du Moyen-Âge, mais remises au goût du jour. Des versions démocratiques qui rassembleraient tout le monde dans un même secteur, patrons comme employés. L'idée, c'est que ces groupes feraient bien plus que négocier des salaires. Ils créeraient un véritable écosystème moral pour toute une industrie, en allant de l'éthique du métier jusqu'à la gestion des retraites ou de l'aide sociale. Et cette vision, elle change aussi complètement la façon dont on perçoit le rôle du gouvernement, ou ce que Durkheim nommait l'État. Pour Durkheim, l'État, ce n'est pas juste une machine administrative ou un outil de répression. Sa fonction première, c'est de penser. C'est de réfléchir, de délibérer, pour ensuite formuler des idées claires qui vont guider la société. C'est une belle métaphore. L'État serait le cerveau de la société. Mais un cerveau ne peut pas être connecté directement à chaque cellule du corps. Les groupes professionnels, eux, seraient le système nerveux, qui transmet les informations entre le cerveau et le reste du corps social. Sans ces groupes intermédiaires, on se retrouve face à deux scénarios tout aussi mauvais. Soit un État surpuissant qui écrase les individus, soit une masse d'individus qui dilue complètement l'État et qui empêche toute pensée collective organisée. Mais la pensée radicale de Durkheim ne s'arrête pas là. Il a même osé s'attaquer au concept de propriété, en soutenant que ses origines sont bien différentes de ce qu'on imagine. Il a balayé les théories classiques. Non, la propriété ne vient pas du travail. Non, elle ne vient pas non plus du fait d'être le premier arrivé. Son origine est beaucoup plus étrange et bien plus sociale. Son argument est fascinant. Il prend l'exemple de Tahiti. L'idée de propriété a commencé comme une idée religieuse, le concept de tabou. Un objet est déclaré tabou, c'est-à-dire qu'il est mis à part. On lui donne une qualité sacrée, et son usage commun devient interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le droit de propriété est accordé par le groupe. Il est lié à une croyance collective. Et ça remet en cause de manière radicale l'idée que la propriété serait un droit purement individuel. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette plongée dans l'architecture de la société selon Durkheim? Durkheim, en fait, il voyait l'histoire comme une longue évolution. Pour lui, le futur, c'était un monde où notre vie professionnelle, bien plus que notre famille ou notre nationalité, deviendrait la source principale de notre identité, à la fois sociale et morale. Et ça nous laisse sur une question assez provocatrice. Son diagnostic d'une vie économique sans morale, ça résonne terriblement aujourd'hui, non? La vraie question, c'est de savoir si sa solution, vieille de plus d'un siècle, pourrait encore être la bonne.